Kamen Vitchev, prêtre assomptionniste, condamné à mort pour haute trahison envers l'État bulgare et exécuté le 11 novembre 1952. Josaphat Chichkov, prêtre assomptionniste, condamné à mort et exécuté le 11 novembre 1952. Pavel Djidjov, prêtre assomptionniste, condamné à mort et exécuté le 11 novembre 1952. Monseigneur Bossilkov, passionniste, condamné à mort et exécuté le 11 novembre 1952. De tous les pays satellites de l'ancienne Union soviétique, la Bulgarie a toujours été l'une des nations les plus proches et aussi les plus dépendantes de la Russie, tant à travers son histoire que son économie et sa culture. Déjà au IXe siècle, les saints Cyril et Méthode, au service de l'Empire byzantin, donnèrent à l'Europe orientale un alphabet capable d'exprimer les particularités de la langue slave. Dès sa proclamation comme République populaire au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la Bulgarie s'est retrouvée prisonnière dans l'orbite de Moscou. La plupart des cadres du nouveau pouvoir communiste formé en Union soviétique se distinguèrent par une persécution religieuse particulièrement féroce. Comme dans les autres États du bloc soviétique, les orthodoxes furent victimes de cet acharnement. Mais en Bulgarie, seuls les prêtres et les laïcs jugés individuellement trop engagés ont été inquiétés. Contrairement à l'Église orthodoxe, l'Église catholique a été frappée comme institution dans sa globalité, aussi bien dans sa composante latine que dans celle de rite oriental, appelée parfois uniate. Il était facile pour le pouvoir d'opposer une Église orthodoxe nationale aux églises catholiques ou protestantes, plus indépendantes et moins malléables, d'autant qu'elles étaient alors accusées d'être à la solde du capitalisme et des puissances occidentales. La petite communauté catholique, qui représentait à peine 1% de la population alors que le pays comptait 80% d'orthodoxes, est vite devenue la cible privilégiée qu'il fallait abattre. La congrégation des Assomptionnistes fut particulièrement touchée, malgré son profond enracinement en terre bulgare. Fondée au milieu du siècle dernier, la congrégation, qui est surtout connue en France par les nombreux journaux qu'elle a créés, s'est intéressée très tôt à l'apostolat dans les pays de l'Est. En 1863, le père Galabert fut le premier assomptionniste à se rendre en Bulgarie. Qu'ils soient de rite latin ou qu'ils aient adopté le rite oriental, les assomptionnistes, en collaboration avec les Sœurs Oblates de l'Assomption, ont eu le souci permanent de maintenir l'unité entre l'ensemble des chrétiens et la volonté de servir la nation qui les avait accueillis. Dès 1948, la répression obligea les religieux et religieuses étrangers résidant en Bulgarie à quitter le pays. Leur congrégation jouissait pourtant d'un prestige considérable auprès de la population, notamment par la qualité de leurs hôpitaux et surtout de leurs collèges. Ces établissements avaient formé pendant plusieurs décennies la majorité de l'élite bulgare, dans un esprit d'ouverture et de convivialité interreligieuse, avec le soutien, il est vrai, de leur pays d'origine, qui voyait là un moyen d'influence culturelle non négligeable, notamment dans le domaine de la francophonie. La plupart des biens de l'Église furent confisqués au début des années 50. Le collège de Plovdiv, fleuron de l'intelligentsia bulgare et fierté de ses étudiants, accueillait sans distinction les jeunes orthodoxes, catholiques, arméniens, juifs ou musulmans. Cette énorme bâtisse abrite aujourd'hui l'université d'État. L'église de Varna est sur le point de s'effondrer. Le séminaire de Yambol et l'école de Burgas ont été transformés en hôpitaux.
En 1952, les prêtres et religieuses catholiques de nationalité bulgare sont à leur tour persécutés par le pouvoir communiste. Les motifs souvent les plus futiles ont été invoqués pour les chasser de leurs églises et mettre les plus récalcitrants hors d'état de nuire. Plus de 40 prêtres et religieuses ont été emprisonnés ou déportés pendant de longues années. 4 d'entre eux, dont un évêque, furent condamnés à mort et fusillés. Ils étaient accusés de haute trahison envers l'État bulgare et de complicité avec des puissances étrangères, notamment avec le Vatican et l'Occident. Беше срещу Петровден. Дойдоха най-силните трима тук от селото, комунисти. Той беше изповедалницата с една жена и изповядваше. Каза му да излезе веднага и да ги слуша, когато му кажат да тръгва. Оттам изляза, че тук горе търся документи, не можа да намерят нищо. Слязаха ядосани, сложа го в колата и не му да се сбогува с нас. Да дърпа му брадата с куба, имаше брада тогава. И заминаха. On rentre dans la petite salle et je leur propose des chaises de nouveau pour s'asseoir. Et ils disent non. Ils ne s'assoivent pas, mais l'un d'eux vient près de moi, met sa main dans mon épaule et il dit, sur mon épaule et il dit vous êtes arrêté. Moi, je tombais des cieux. Arrêté? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, oui, vous êtes arrêté. Mais pourquoi je dis? Ben, c'est vous qui le direz. C'est vous qui le direz. Bon, et puis il dit, pour plus de facilité, enlevez votre soutane. Alors, j'ai dû enlever la soutane. Et ils ont commencé à me fouiller. Et puis, on a commencé à faire la fouille de la maison, salle par salle, chambre par chambre. Alors, on a fait la fouille et on est allé à l'église. Ils ont voulu que j'ouvre le tabernacle. Et à ce moment-là, comme j'avais le Saint-Sacrement, je voulais le consommer, étant donné que je voyais que je devais partir. Mais ils ont dit non, 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 non. Ils ne m'ont pas laissé consommer le Saint-Sacrement. Je pense que ils avaient peur que ce soit un poison caché là, dans le cas où j'en aurais besoin. J'entends une vingtaine de personnes civiles avec une uniforme qui viennent m'arrêter. Vous êtes arrêté avec les fusils sur moi, le pistolet et tout. Et ainsi. On m'a déshabillé, on m'a mis d'autres habits, on m'a mis les chaînes. Et puis voilà, on a fouillé partout, la chambre, puis l'église. Et on m'a lié les yeux, bandé les yeux, et ainsi on m'a mis dans un jeep. Всичко навсякъде бъркали във вазите с вода, във всичко, разкривали олтаря и накрая взели да отварят табернакула. Сестра Чичилия им казва, това не може да направите вие, защото не само един свещеник можете. Те казали, не признаваме никакви свещеници. Alors, on nous a rassemblés et on a commencé à nous fouiller, n'est-ce pas, à voir qu'est-ce que nous avons sur nous. Naturellement, nous n'avions pas des armes, bien sûr,
Mais tout ce qui était suspect, par exemple, des épingles, des choses qui pouvaient, avec lesquelles, si jamais on était tellement troublés, désespérés, qu'on pouvait se faire du mal. Et puis, ils ont commencé à faire la perquisition de la maison. Les autres sœurs, on les a là aussi dépouillées de leurs voiles, de certaines choses qu'ils redoutaient. Mais moi, on m'a laissé un petit peu plus habillée, si je peux dire, n'est-ce pas? Parce que c'était déjà tard, ils étaient fatigués. C'était 5 heures, presque 6 heures. Et puis nous sommes sortis avec dans une auto. Et je demandais où on me conduisait. Ils ont dit en prison, dans la prison centrale. La plupart des prêtres et religieuses arrêtés ont passé ici, dans la prison centrale de Sofia, plusieurs mois avant d'être jugés. E era proibito appoggiarsi al muro, era proibito chiudere gli occhi, così, a riposare, era proibito sdraiarsi sul letto, riposare così, o passeggiare o stare seduto. Questa era la regola. Se uno chiude gli occhi un po', subito la sentinella ogni minuto guarda che cosa fa, perché sempre gira. Quando viene alle 10 di sera, arriva, passa la sentinella e tu senti la voce ad ogni porta, a letto, a letto, a letto, dunque puoi dormire. E tu aspetti questo momento con una grande impazienza. Appena passati 15 minuti o mezz'ora, bussa alla porta, chiave, il rumore della chiave è terribile. Quando senti la chiave, come se fosse nel cuore. Così. Alzati, alzati e si conduce al quarto piano. Durante il cammino dalla cella al quarto piano non si pronuncia nemmeno una parola. I poliziotti non parlano tra di loro perché non sentire la voce, soltanto fischiando. Così fanno. E si arriva nella cella. Nella cella c'è l'ufficiale aspetta, di turno, che conduce il tuo interrogatorio. E comincia. Lui sa che tu hai fame, lui ha il salame, mangia, fa la finta di mangiare, c'è la pistola qui, e così la tiene la pistola e gioca nelle mani e ti osserva come reagisci. Intanto tu senti nell'altra cella vicina che di grida infernali di qualche che lo martirizzano, lo uccidono, lo battono, e delle bestemmie. E lui ti osserva sempre e ti dice, vedi che cosa ti aspetta se non parli. Parli, tu taci, parli. E allora dici, io posso aspettare un giorno, una settimana, un mese, un anno, ma se tu non parli, tu rimani qui, non ci sarà processo. Ces cellules au dernier étage, autrefois, c'était des bureaux de travail des juges d'instruction. C'est ici que ces juges faisaient l'interrogatoire des détenus politiques. C'est là qu'ont été interrogés, et pas simplement interrogés, mais maltraités, les pères assomptionnistes, Père Pavel Djidjev, Père Kamen et tous les autres de leur procès. Maintenant, je vois que ce sont des cellules d'habitation pour des prisonniers, mais ce sont des prisonniers de droit commun. Nous étions assis sur une table l'un contre l'autre, et avec ses bottes ou avec ses souliers, souvent il me tapait contre les fémurs, là, contre les os, et ça me faisait beaucoup de mal. Il me tapait aussi sous le menton, là, avec sa main, puisque je commençais à parler, hop, il me frappait et j'avais peur. Alors il me giflait, etc. Il parle. Personne ne peut dire, moi je ne broncherai pas, je ne dirai rien. Il y a des moyens tellement diaboliques
est tellement inhumaine qu'on ne peut pas dire qu'on tiendra, qu'on pourra tenir sans rien dire. Et quand je suis entré dans ma cellule, j'ai, n'est-ce pas, j'ai remarqué que je suis en train de devenir fou. Ils ont des moyens de torture que difficilement on peut porter. Et le premier moyen, c'est la famine. Ils vous donnent un petit morceau de pain, 24 heures, et une petite soupe, mais une soupe de long. Il y a quelquefois une petite feuille de légumes se tourne dans le petit assiette qu'on vous donne, et c'est tout. Et puis on vit des mois, et on perd la notion même de temps, de gens et de tout. Quelquefois on entend les cris de ceux qui sont battus, ceux qui sont torturés, des tortures. Et c'est cela qu'on a dû passer. Mais si vous voulez connaître la vérité, je vous l'ai déjà dite. Je peux vous la répéter. Donc, parce qu'ils ont des moyens, n'est-ce pas, de rendre les hommes fous. Et c'est ainsi que se passent les choses. Ils vous accusent eux-mêmes et à la fin, vous croyez que c'était vraiment cela, c'est votre faute. Ils vous inventaient des fautes. Et à la fin, on commence à croire que c'était cela. Et c'est ainsi qu'il y a des dénonciations qui ne sont pas du tout vraies, qui sont des mensonges. Et tout est des mensonges. Mais il faut savoir que le communisme ne croit que les mensonges. Les vérités ne sont pas acceptées dans le communisme. Pendant la nuit, il fallait absolument qu'il y ait de la lumière. Si la lampe électrique brûlait, oh, ils étaient fous. Les miliciens étaient fous, n'est-ce pas, pour trouver tout de suite, n'est-ce pas, une autre, pour changer l'ampoule. Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, leur charge consistait à nous surveiller pour ne pas nous suicider. Je ne sais pas exactement ce que les autres ont vécu. Moi-même, j'ai commencé la grève de la famine. Et pour mourir et ne rien dire. Mais c'est une question morale. Est-ce qu'on a droit de se donner la mort? Avec quelques exceptions, presque tous, la majorité, ont avoué avoir été des espions sans avoir été des espions. Ce réfectoire, autrefois, c'était une très grosse cellule. Elle était prête à recevoir 250-300 personnes. Mais nous étions entre 1200 et 1400. Là, nous ne pouvions pas trouver la place pour nous coucher. Il y en avait qui dormaient assis, d'autres qui dormaient tout droit, appuyés auprès des planches. Et on l'appelait Chankay à cause du désordre et du mélange d'êtres humains qu'on y voyait. Quando vedevo che ci sono dei padri di famiglia che hanno lasciato fuori la donna e i bambini senza niente, allora questo è veramente pena, faceva pena. E che loro soffrivano senza sapere perché. Noi eravamo felici che sapevamo perché soffriamo e questo già è un'altra cosa. Per esempio, un vecchietto molto buono, aveva 2 figlie, Lazzaro si chiamava, è un simpaticone, ignorante, però un'anima candida, sincera, bella, e era condannato a 15 anni di prigione perché non voleva diventare comunista, era agrario. E vengono a dirgli, le tue figlie non vedranno mai una vita buona, non potranno mai studiare all'università perché tu sei colpevole, tu li hai rovinati, è povero. E se tu diventi comunista, allora le tue figlie potranno studiare. E lui la risposta dice, se no 15 anni
rimarrai in prigione. E lui, povero, dice, sì, 15 anni, però non tradisco mai la mia fede. Un jour, il m'a dit, voyons, Boycheva, qu'est-ce que vous aviez tellement à vous confesser? Quelle confession vous faisiez? Vous êtes des personnes enfermées, vous n'aviez pas contact avec le monde. Quel péché vous pouviez faire pour vous confesser? Je lui ai dit, on n'a pas toujours de grands péchés, on a parfois des manquements à la règle, par exemple contre le silence, des petites choses. Et puis il me dit, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez dire que vous avez toujours gardé, toujours observé votre règle sans jamais faillir? Vous pouvez dire que vous avez toujours été observante. Et moi, j'ai senti que quelque chose me venait dans la conscience comme un sentiment de culpabilité, n'est-ce pas, de regret, parce que forcément, qui peut dire qu'on a toujours été exactement. Et j'ai compris comme ça quelque chose qui me touchait. Et instinctivement, j'ai levé les yeux et j'ai vu comment il me fixait, mais avec un terrible regard comme pour me hypnotiser. J'ai senti quelque chose qui entrait en moi comme une contrition. Aussitôt, je me suis ressaisie et j'ai dit, ce n'est pas votre affaire. Et j'ai compris que j'ai secoué son influence. Et il n'a pas pu avoir plus d'influence sur moi. Mais c'était quelque chose de très, très impressionnant. J'ai cru comprendre comment ils ont le moyen d'entrer dans la conscience d'autrui et par là de lui imposer ce qu'ils veulent pour qu'il se trouve coupable sans être coupable. Nous n'avions ni chapelet, du pain, j'avais fait un chapelet bracelet. Et puis d'un autre morceau de pain, j'avais fait une petite figure et je disais que c'était la Sainte Vierge. Et quand il m'interrogeait que je puisse avoir recours à la Sainte Vierge, je tenais cette petite figure comme quoi, en la serrant, c'était la prière comme quoi la Sainte Vierge me vient au secours. Et il a compris que je tenais quelque chose en main. Il m'a dit, ouvre la main. Mais je fais comme ça. Ouvre l'autre. Je fais comme ça. Ouvre les deux mains. Et il a vu la petite figure. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit une petite figure. Donne-la-moi. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Est-ce que c'est ça qui te donnait la force? Il a senti une force qu'il voulait s'expliquer. Et il a pris ça, il l'a mis sur sa carafe. On dit oui. Il sentait cette grâce, cette force que le ponte nous donnait. Et voilà. La veille du procès, on nous a permis de prendre une douche, on nous a coupé les ongles. On nous a obligés à manger pour que nous... Donc, c'est formidable. Les yeux étaient enfoncés, mais très profonds. Ici, les oreilles. Mais vous savez, je ne pouvais pas... C'est là que j'ai eu une idée que combien ici les trous sont profonds. Et il faut que je dise ceci, qu'avant le procès, on m'a fait rencontrer un avocat que je ne connaissais pas, parce que je n'avais pas d'avocat, il fallait avoir un avocat. Voici le journal Работническо дело, organe du comité central du Parti communiste bulgare. Le 21 septembre 1952 est publié l'acte d'accusation qui a été remis aux inculpés, 40 personnes, dont 28 prêtres catholiques et un évêque. Sur la page 3 du 27 septembre, on voit une caricature, l'hôtel de l'organisation des espions. Le 30 septembre, on commence à publier les comptes rendus du procès
des prêtres catholiques. Et le 29 septembre, il y a un article, le Vatican au service de l'impérialisme américain. Il me semble que le communisme voulait entrer dans les confessions religieuses. Je ne sais pas si l'Église catholique a été la plus réfractaire, mais c'est sur elle que se sont abattues toutes les sévérités et le grand désir de la détruire, de l'effacer de la Bulgarie. C'est là que s'est passé notre procès. On nous a mis en rang, après la culpabilité à peu près. Les premiers qui entraient, c'était ceux qui ont reçu les plus grandes peines, comme les exécutés à mort. Moi, j'étais un peu après le milieu. Беше пълно с народ. Голяма залата беше. Осъдените, както през всички процеси, са отпред. На две редици бяха наредени. Как изглеждаха сломени, осламнали, мизерни. La loro psichica era talmente distrutta che nessuno ha osato di dire qualche cosa contro la sentenza. Ce qui m'a frappé, et ce qui a frappé beaucoup de gens qui assistaient, avaient la permission d'assister à ces procès, était la manière dont la sécurité d'État, la KGB, a réussi à leur inculquer et leur mettre dans leur tête pour se reconnaître qu'ils sont coupables. Ils se reconnaissaient coupables comme s'ils étaient des vrais espions. И в петък, второто заседание, в 18 часа, трябваше да четат смъртните, т.е. присъдите, нали? И чакахме, цялата зала, всички, нали? Чакам и да излезе състава, съдебния състав. Никой не идва. И в 9 часа чак излезнаха съдиите и почнаха да четат присъдите. И първо четоха смъртните присъди. Ces images ont été filmées à Sofia par les autorités communistes bulgares en 1952, lors du procès des prêtres catholiques. Les 4 condamnés à mort sont encadrés par des policiers. À la barre, le père Kamenvitchev. Le père Pavel Djidjov. Le père Josaphat Chichkov. Monseigneur Bosilkov. Le père Koupen Georgiev. Plusieurs religieuses ont également été condamnées. Les accusés étaient assistés d'un avocat imposé par le parti. Monseigneur Méthode Stratiev, le père Goratz Kourtev, le père Rabar Markov, le père Ivan Stanev, Monseigneur Samuel Djoundrin, Pencho Spasov, deuxième procureur, Petko Petrinsky, premier procureur. Le président du tribunal prononce les sentences de mort. Намирате се в архива на МВР, по-точно в читалната за граждани. Вашия екип е първият чуждестранен екип, който снима архивни материали. Това е обвинителният акт по следственото дело на шпионската и заговорническа католическа организация в България,
под номер 135 от 1952 година на Държавна сигурност. Това е албум по делото на шпионската католическа организация, изготвен от Държавна сигурност, с снимки на участниците в процеса. Католическият владика Евгений Левиджов Босилков от град Русе, католическите свещеници Камен Вичев Янков от град Пловдив и Павел Йозов Джиджов, също от град Пловдив, Юзафат Андреев Шишков от град Сталин, днеска град Варна, Методи Димитров Стратиев от град Ямбол, днес екзарх на българите католици. Следва снимки и на другите подсъдими по процеса, а също и веществени доказателства по делото на католическите свещеници, куфари с радиостанции. La détention d'armes fut l'un des principaux griefs retenus à l'encontre des prévenus accusés de préparer un complot contre le régime communiste. En fait, la plupart de ces armes provenaient du musée du collège de Plovdiv et dataient de la Première Guerre mondiale. D'autres furent déposées par les policiers eux-mêmes lors des perquisitions. Les émetteurs étaient de simples appareils de démonstration pour les collégiens. Това са веществени материали от обвинението срещу група свещеници през 1952 година, действали срещу интересите на България. В този куфър има радиостанция и радиоприемник с комплект, съответния комплект антени и слушалки към тях. Това са 2 броя акумулаторни батерии, захранващи радиостанцията. Тук има кобур и от оръжие. Участвали са в експозицията за история на Министерство на вътрешните работи и за първи път се допуска чуждестранен телевизионен екип да заснеме тези веществени материали. Dopo il processo, che siamo stati condannati, siamo tutti condotti in una cella numero 37, così chiamata gonfiabile. E lì io sono rimasto 46 giorni. In questa cella, che era destinata a rompere il carattere del prigioniero e di farlo una persona nuova, era veramente un inferno per noi. Un luogo di meno di 9 metri quadrati, 2,80 per 3 massimo. Noi eravamo una volta quasi 60 persone. Era impossibile respirare perché la finestra, la piccola finestra, era chiusa ermeticamente, la porta chiusa, mancava l'aria e non si poteva nemmeno respirare. Fisicamente le persone stesse era impossibile che vivessero tutti, stavamo così, alcuni erano diritti, gli altri seduti. Io per esempio qui avevo 3 persone tra le gambe e era veramente una cosa molto difficile. Le gambe cominciano a gonfiarsi, pian piano il gonfio arriva fino allo stomaco e quando ti metti il dito così per esempio si fa un buco che poi non ritorna più, così, rimane. Mancava, o se volete accendere un fiammifero, si accende e subito si spegne. Da sopra cadeva dal respiro, l'aria era tanto umida che c'erano delle gocce. E noi non c'è posto nemmeno per un pantalone, tutti svestiti con slip e tutti nudi. E come passava la giornata? La giornata il mattino si svegliava, non si poteva dormire, ma così, sonnolenti, si andava ai cabinetti, alle toilette, subito in corsa, con grida presto, 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 e di ritorno di nuovo. Questo era l'unico riposo, l'unico movimento in 24 ore. Mais dès qu'on ouvrait la porte, il avait un brouillard si dense qui se formait
qu'on ne pouvait absolument rien voir. E quando veniva verso le 11 ci portavano del pane e si apriva la porta, c'era un po' di aria, si respirava un po', e allora tutti come un fiore che vede il sole all'acqua, un po' si ravvive, e gettavano i pezzi di pane come i cani. Quanti pezzi siete? Oh, 60 pezzi, si getta il pane. Durante la giornata l'unico trucco era questo, che uno sveniva. Difatti svenivano spesso e realmente svenivano perché mancava l'aria, ma qualche volta per poter aprire un po' la porta e avere un po' di aria si bussava con le zoccole alla porta per dire che uno è svenuto. Veniva il poliziotto, apriva la porta, lo tiravano come un agnello ammazzato, li tiravano fuori, mettevano un secchio d'acqua sopra, lui si riaveva un po' e così si guadagnava un minuto di aria per respirare un po'. Това е протокол, издаден на 11 ноември 1952 година в София, удостоверява смъртната присъда изпълнението на смъртната присъда на 4 католически духовници. В него се казва: заместник прокурора разпореди смъртното наказание върху Камен Вичев Йонов, Павел Йозов Джиджов, Юсафат Андреев Шишков и доктор Евгений Левиджов Босилков в 23 часа и 30 минути бе изпълнено, след което лекаря констатира, че наказаните лица са престанали да живеят и труповете по надлежния ред бяха отнесени в гробищата и погребани. Протоколът е подписан от прокурора Иван Манафов, от началника на затвора Георги Москов и от лекаря Димитър Раев. D'origine orthodoxe, le père Kamen Vitchev fut considéré comme le chef du complot par le pouvoir en place. Philosophe et scientifique brillant, à 59 ans, il jouissait d'une réelle influence intellectuelle et spirituelle en Bulgarie. C'est le père Kamen ici. Et c'est son frère cadet, et ici c'est moi. Le père Kamen nous disait: je ne vais pas faire de vous des philosophes, mais je vais vous apprendre à raisonner, à penser. Alors, si je réussis, c'est que j'ai rempli mon devoir. Il disait, vous savez, mourir tout de suite, exécuter, c'est plus facile que d'être martyr pendant toute sa vie. Je ne pouvais pas concevoir comment un homme comme le père Kamen pouvait être un traître, chef d'une conspiration politique. Mais au procès, il a dit, voyez, personne de ses pères n'est coupable. Il n'y a que moi. Si vous voulez, donnez-moi une peine la plus difficile, si vous voulez, quoi que ce soit, mais tous les autres sont innocents. Le père Josaphat Shishkov, 68 ans, était le plus âgé des condamnés. Cet homme, ouvert sur la modernité, chaleureux, cultivé, parfaitement francophone, était passionné par le cinéma et la photographie. De caractère, je le connais comme un homme très jovial. Il avait une méthode très pratique. Il était bon pédagogue. Par exemple, je me souviens, la première classe avec lui, la première séance pour ainsi dire, il nous a fait apprendre l'alphabet français en 1 heure, pour ainsi dire. Et quand on a annoncé qu'il est condamné à mort, il dit à haute voix, moi je ne sais pas que des gens âgés, on les condamne à mort aussi. Il a dit seulement cela, c'est sa dernière parole que j'ai entendue du père Josaphat. Le père Pavel Djidjov n'avait que 33 ans lorsqu'il fut condamné à mort. Sportif, doué d'un certain sens pratique, responsable de l'économat du collège de Plovdiv et du vicariat d'Orient, c'était un homme dynamique, enthousiaste, déterminé, très estimé par ses pairs et par les étudiants qui l'approchaient et sur lesquels il exerçait une profonde influence. Si sentiva la notte quando uno per uno si chiamavano dalla cella, una cella davanti, di fronte a noi, dove con martelli si sentiva come si chiudono queste
le catene e si sentiva dunque, allora era certo che erano queste celle dei condannati a morte. Uno delle sentinelle dei poliziotti mi ha incaricato una volta di scegliere tra i prigionieri 5, 6, 7 persone a lavare, perché ogni sera il corridoio si lavava con stracci e acqua e così per tenerlo pulito. E noi con grido e con gioia, insomma, che gioia, ma insomma, contenti perché si poteva respirare un po' di aria fuori nel corridoio, con secchi, con stracci, e prima si scopava la polvere, poi con l'acqua si lavava e in questo momento io ho usato il francese gridare, come se gridassi ai miei compagni che lavano il corridoio. Assumption, Assumption, Assumption. E girare e gridare tutto perché, anche per imbogliare un po' la sentinella. Allora ho sentito la voce di padre Gigio, il padre in francese, ici Assumption, ici Assumption. E allora ho capito già che è lui. Le père Pavel a compris que nous étions dans le corridor. Il a dit, donnez-moi l'absolution. Alors on lui a donné l'absolution. Il avait sans doute le sentiment de bientôt d'être exécuté. E c'est pour cela qu'il demandait cela. Cosa fai? Che cosa fai? Io insegno francese a un ragazzo condannato anche a lui a morte. E allora, andando e ritornando di nuovo, ho detto, Assumption, confiteor. E lui ha risposto, confiteor. Io intanto stavo lì, come se lavassi il corridoio, e gli ho detto, absolution. Gli ho dato la soluzione, lui ha fatto l'atto di penitenza e questo era l'unico e l'ultimo incontro, lui nella cella di morte, io fuori con lo straccio, gli ho dato la soluzione sacramentale. Copain était plus près de sa porte, c'est lui qui lui a donné l'absolution. Voici quelques-unes des pages des aveux du père Pavel Djidjov, écrits de sa main et consignés dans le procès-verbal de son interrogatoire, enregistré le 9 août 1952. La signature de Pavel Djidjov est suivie de celle du juge d'instruction. Ce qu'on a entendu des miliciens et autres, quand on le sortait de la cellule pour l'exécuter, ils chantaient un chant religieux pour mourir. À travers la condamnation à mort de ces religieux, appartenant à 3 générations différentes, c'est l'Église catholique bulgare tout entière qui fut frappée. 2 d'entre eux, les pères Josaphat Chichkov et Pavel Djidjov, étaient rattachés à l'Église latine, tandis que le père Kamen Vitchev représentait l'Église de rite oriental. Éducateurs hors pair, soucieux de favoriser un esprit de tolérance entre l'Orient et l'Occident, ces hommes étaient animés d'une même passion pour consolider l'unité de l'Église. Le pouvoir en place voulait donc les évincer à tout prix pour anéantir définitivement leur influence. À l'issue de leur jugement, la plupart des prêtres et religieuses catholiques, accusés d'espionnage en faveur de l'Occident, ont été déportés à Béléné, ainsi que plusieurs milliers d'opposants au régime, pour y purger des peines allant de 3 à 20 ans de prison. Cet ancien camp de travaux forcés, reconverti aujourd'hui en établissement pénitentiaire moderne pour prisonniers de droit commun, est situé sur le Danube. De nombreux prisonniers politiques y moururent d'épuisement. Voici
l'archipel de la mort de Bellene, qui se compose de 11 îles, dont la plus grande est Persine. Voilà. Ici, c'était le second camp, le plus sévère des politiques, qui était nommé l'île du diable, parce que dedans, dans cette île de Persine, il y a plusieurs lacs. Et dans un de ces lacs, on a fait une île artificielle où étaient concentrés et isolés toutes les politiques et les espions, y compris les prêtres catholiques et les hodjas musulmans, naturellement. Les prisonniers, nous autres, nous habitions dans des baraques construites en bois, faites en branches de saule. Dans les baraques, il y avait 2 rangées de lits et dans une baraque, c'était entre 200 et 300 personnes prisonniers. À Bellene, c'était un régime très dur. On tirait pour la moindre chose sur les prisonniers. Ceux qui n'avaient pas accompli leurs normes, on les mettait à part et on les envoyait dormir dans le lieu d'arrestation qui était en cet endroit ici. C'était sous terre et presque pendant toute l'année, il y avait là-dedans de l'eau. J'ai eu la chance d'être incarcéré une fois avec une chaîne de 50 kilos et je ne pouvais pas marcher. C'était un des gardiens qui me portait la chaîne. Et moi, d'ici, de cet endroit, je marchais jusqu'à le carcère. Pour y passer 15 jours. Et à la 15e, à la 3e jour, un inspecteur est venu de Sofia pour faire une inspection. Il est venu chez moi, dans les corsaires, où je ne pouvais pas me mouvoir, et il m'a demandé, qui es-tu? Qu'est-ce que tu es? Es-tu homme ou un singe? Et je lui ai dit, Votre Excellence, je suis un singe, je ne suis pas homme. Et il a ordonné immédiatement de me laisser libre. Parce que j'ai avoué que je suis un singe. Il s'est ainsi flatté et était tellement heureux que moi j'ai avoué que je suis devenu de l'homme un singe. Тук бях хвърлен в снега при 32 градуса температура под нулата. 14 часа пролежах с силно стегнати ръце с лъжета. Имало и моменти през нощта да остана и в безсъзнание, защото върху мен се изпробваха кучета. Всички дресирани кучета. Всички ребра бяха ми начупени. Лявата ми ръка също е вчупена. Една от ключите ми е отгоре сега. Часовия, облечен в кожух, дълъг, стъпил с бутуши в ватирани бутуши за пост на място и го смениха на 40 минути, а аз пролежах цялата нощ, януарска нощ, 14 часа. Питат, от време на време излизат на тераса да пуснат по една вода с извинение и питат, часовия жив ли е? Часовия каза, жив е. До сутринта ще ликвидира. И сутринта, когато трябваше да изляза затворници, аз бях навънка, прибраха ме, при тях в банкетната им зала. Изреждаха се да ме блъскат с имруче по корема, че съм оживял. Затвориха затворници и ме вкараха тогава в карцера. При същия студ, там пролежах 10. Накачиха ми веригата. След 10 денонощия, като не умрех, върнаха ме вече в болницата и като влязах на топло, ръцете ми се разкапаха, почна гангрена. Газ гангрена и ръцете ми са рязани тук, при примитивни условия, с ножовка. Направиха една желязна ножовка, двама души, да режат коста, за да закрият. Je suis tant ému que je ne peux pas parler plus.
je ne peux pas parler parce qu'on a tué partout ici déjà. Mes collègues, mes amis. Oui, c'était affreux, c'était affreux. Et grâce à la grande foi que les pères catholiques portaient en soi, ils nous donnaient de courage pour survivre toutes ces sacrifices et toutes ces peines que nous avons subies ici. Жените тук, те на друго място, в другия малкия остров, там ги караха тях. С Тореца, да. Там ги караха и в лодки, на групи. Те много жени бяха. Някои от тях се съпротивяха и те ги блъскаха и ги тикаха вътре във водата. À gauche, vous voyez l'île des femmes, le cri-cri, comme on dit. Ici, on a concentré plusieurs milliers de femmes, ce qui ont été très farouches et très sévères pour les femmes. Il y avait pas mal de femmes qui y moururent. C'était une île avec des forêts immenses et des forêts de, je dirais, des siècles, des arbres hauts et tout à fait. C'était très impressionnant, cette île. Et nous avons commencé, naturellement, il y avait des travaux forcés. Il y avait à déraciner des arbres, à transporter ces arbres au port, n'est-ce pas? Et puis les hommes des autres îles venaient pour les prendre. Nous ne nous rencontrions pas, n'est-ce pas? Au printemps, il fallait planter des légumes. Après, toutes sortes de travaux. Finalement, à la fin, on nous a mis à élever des poussins. Тези мъченици са благодатта за нас. Имаме и живи мъченици. Тези свещеници, които всичките са минали, почти всичките са минали през затворите, по 10, 15 и повече години затвори, които са излезли живи от затворите и са продължили с вярност да служат на Бога в Неговата църква тук в България. Те са днес нашата сила, те са нашия кураж да вървим напред, когато виждаме техния пример. Те са миналото на църквата, но благодатното минало на нашата църква. Сега е време да погледнем напред, да погледнем към бъдещето на църква. Une fois par an, plusieurs milliers d'anciens détenus politiques se rendent en pèlerinage sur leur lieu de détention. Certains d'entre eux sont médecins, avocats ou hommes d'affaires. Leur seul tort était d'être intellectuels ou d'appartenir à la classe bourgeoise. Beaucoup d'autres sont des agriculteurs qui refusèrent le partage de leurs terres. Ils viennent aujourd'hui, parfois accompagnés de leur famille, pour montrer leur volonté de ne pas oublier leurs camarades tués injustement. Lors de la cérémonie commémorative, la foule est bénie simultanément par un pope orthodoxe et un prêtre catholique. Молитвами светих Отец наших, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас. В памет на всички наши другари загинали тук по тази пустош, в тази голяма река. Des gerbes sont jetées au milieu du Danube en souvenir de tous les déportés qui furent abattus ici.